Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cet événement organisé par Silicon Conté et merci d'être présents dans cette salle pour cette conférence qui s'intitule donc Bitcoin, crypto-monnaie et blockchain, une révolution en marche. Donc très rapidement avant de commencer, je vais me présenter. Je suis enseignant-chercheur à l'école de commerce à Dijon et également à l'université à distance de Lausanne. Et donc, comme vous pouvez le constater, mes domaines de recherche, mes domaines de spécialité sont bien éloignés du sujet de la conférence d'aujourd'hui. Donc, je m'intéresse aux crypto-monnaies et à la blockchain à titre personnel et en dehors de mon activité professionnelle. Donc, vous m'excuserez par avance si mes connaissances ne sont pas suffisantes pour répondre à l'ensemble de vos questions, surtout sur les points techniques, puisque Laurent Leloup devait être présent avec nous aujourd'hui et devait s'occuper de cette partie de la présentation. Et malheureusement, au dernier moment, il nous a fait faux bond. Voilà. Donc je vais commencer cette présentation en vous parlant de l'événement fondateur qui est la naissance du Bitcoin. Alors pour certains d'entre vous, je suis conscient que ces choses-là, vous les connaissez déjà largement, mais j'ai fait en sorte que cette présentation s'adresse au plus grand nombre. Donc le terme Bitcoin fait son apparition en 2008. Donc c'est la jonction de deux mots, bit qui désigne l'unité binaire en informatique et coin qui signifie pièce de monnaie en anglais. Donc c'est Satoshi Nakamoto qui en est l'inventeur. Et donc personne ne connaît sa véritable identité. Donc il y a plein de rumeurs sur son identité, comme quoi ça pourrait être carrément un groupe de personnes, un groupe de hackers, de programmeurs, mais en réalité on ne sait pas. Satoshi Nakamoto a mis en place un protocole informatique qui définit et régule la quantité de Bitcoin générée en circulation. Donc c'est une nouvelle monnaie qui ne permet pas l'inflation puisque le Bitcoin est voué à atteindre une quantité déjà prédéterminée de 21 millions d'unités qui devrait être atteinte en l'an 2140. Donc pour vous donner une idée actuellement du nombre de Bitcoin en circulation à l'heure actuelle, c'est 16,4 millions d'unités. Et donc, comme vous pouvez le constater, plus le temps passe et moins il y a de Bitcoin qui rentrent en circulation. On est sur une courbe croissante convexe. Donc, au départ, on mettait beaucoup de Bitcoin en circulation, et puis par la suite, de moins en moins. Et on parlera des conséquences que ça a sur le minage par la suite. Alors, très rapidement, sur les aspects techniques, on peut se demander de quelle manière le Bitcoin est mis en circulation. Vu que le nombre de bitcoins augmente au fil du temps, il faut bien que les nouveaux bitcoins, il faut bien qu'on les donne à quelqu'un. En réalité, lorsque vous avez une transaction entre deux personnes, une transaction en bitcoin, cette transaction doit être vérifiée. C'est-à-dire qu'on doit vérifier le destinataire de la transaction, celui qui envoie la transaction. Ils ont tous des identifiants, les deux ont des identifiants de portefeuille. On doit vérifier que le portefeuille de la personne qui envoie est bien créditeur. Et donc pour cela, vous avez des gens qu'on appelle les mineurs. Vous avez déjà peut-être entendu ce terme, qui vérifient la transaction. Ces mineurs, donc en gros, ils mettent à disposition du réseau Bitcoin la puissance de calcul de leur ordinateur pour résoudre des calculs compliqués qui permettent de vérifier la transaction. Et donc pour cette activité, les mineurs, qui sont d'ailleurs des particuliers ou même d'ailleurs ça évolue de plus en plus vers ça, qui sont des entrepreneurs, qui sont des professionnels, qui ont vraiment ce qu'on appelle des fermes de minage, j'y reviendrai plus tard dans la présentation, ils sont rémunérés. En gros, voilà, les bitcoins qui arrivent, les nouveaux bitcoins qui arrivent en circulation sont attribués à ces personnes-là. Et donc une fois que la transaction elle est vérifiée, elle est inscrite dans ce qu'on appelle la blockchain. Donc je passerai rapidement sur la blockchain, c'était vraiment le sujet de Laurent Leloup. Enregistré dans la blockchain c'est une technologie qui s'apparente à un grand livre de compte numérique public sur lequel les opérations sont inscrites, consultables, mais ne peuvent pas être modifiées par personne. Donc du point de vue de la blockchain, comment ça se passe? Alors, on a A qui effectue une transaction vers B. Ensuite, on a plusieurs transactions qui sont regroupées dans un bloc. Et là, c'est le rôle des mineurs, c'est de miner ces blocs. Donc un bloc contient plusieurs transactions et les mineurs sont en concurrence pour miner ce bloc et donc être rémunérés en Bitcoin. Et j'y reviendrai plus tard, mais c'est cette concurrence entre les mineurs qui pose des problèmes environnementaux, puisque ça les pousse à la course à l'armement, entre guillemets. Ils essayent d'avoir de plus en plus du matériel informatique puissant pour miner les blocs avant les autres mineurs. Il y a une espèce de concurrence entre les mineurs. Et donc une fois que le bloc est miné, il est daté, il est ajouté à la chaîne de blocs, et donc tous les utilisateurs ont accès à cette chaîne de blocs, c'est librement consultable, mais ça ne peut pas être modifié. Et puis ensuite, B reçoit sa transaction de A. Donc la blockchain, c'est une technologie de stockage, de transmission d'informations, donc non modifiable et qui fonctionne surtout, c'est important de le dire, sans organe central de contrôle. Donc voilà pour la partie
technique, qui aurait dû effectivement être un peu plus étoffée. Donc moi je vais vous parler, là je vais passer sur des points qui vont être plus économiques, mais pas seulement. On va aborder aussi les sujets environnementaux et de régulation. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de l'intérêt des crypto-monnaies, puisque les personnes qui sont vraiment non initiées peuvent vraiment se demander mais à quoi ça peut bien servir d'avoir des crypto-monnaies. Étant donné que tous les États ont déjà des monnaies, pourquoi on aurait besoin de ça? Et la première raison, en tout cas l'objectif de beaucoup de ces crypto-monnaies, parce qu'il n'y a pas que le Bitcoin, et je reviendrai là-dessus, eh bien c'est de devenir potentiellement un moyen de paiement universel. Donc à l'heure actuelle, si vous êtes en Europe et que vous souhaitez envoyer un virement à quelqu'un qui est au Japon, bah, une de vos meilleures options, c'est de faire un virement SEPA. Mais le problème du virement SEPA, on le connaît bien, c'est qu'il met 3 à 4 jours ouvrés pour arriver sur le compte du destinataire. Et puis vous avez des frais de transaction qui peuvent aller jusqu'à 20-25 €, c'est très variable en fonction des banques du pays dans lequel on envoie. Donc le principe des crypto-monnaies, en partant de ça, il est simple, hein, c'est de réduire au maximum les coûts de transaction et puis le temps d'attente pour que la transaction soit effectuée. Ensuite, deuxième intérêt, qui est un intérêt mais qui est à la fois aussi une faiblesse des crypto-monnaies, c'est l'anonymat des transactions. Alors c'est un intérêt parce que certaines personnes veulent réaliser des transactions anonymes, mais c'est également une faiblesse parce que c'est cet anonymat qui est dans le collimateur du régulateur actuellement, puisque qui dit anonymat dit que, on va pouvoir potentiellement financer des activités illégales, terroristes, mafieuses, on va pouvoir blanchir de l'argent, éviter d'être imposé sur de l'argent sur lequel on aurait dû être imposé. Donc cet anonymat des transactions, il est très controversé. Vous avez des crypto-monnaies qui misent vraiment sur cet anonymat, qui vraiment le vendent comme un argument de vente, hein, ils le mettent en vitrine. Et puis vous avez des crypto-monnaies qui, au contraire, ne cherchent pas à vraiment exploiter cet aspect, puisque on va dire qu'il y a la menace derrière du régulateur. Et puis le dernier point, c'est l'indépendance. Donc l'indépendance, excusez-moi. Pourquoi j'ai plus de souris. C'est pas très grave. Donc l'indépendance, ce que j'appelle par indépendance, c'est que l'État, le Bitcoin n'est lié à aucun État, n'est lié à aucune banque monétaire. Et vous allez me dire, mais à quoi ça peut bien, enfin, pourquoi on s'en soucierait? Eh bien, le fait que le Bitcoin ne soit lié à aucun État et à aucune banque monétaire, ça permet de garantir aux détenteurs de Bitcoin que personne n'influera sur le nombre de Bitcoin en circulation. Il est prévu, ce sera 21 millions. Il n'y aura donc pas d'inflation sur cette monnaie. On ne pourra pas utiliser ce qu'on appelle la planche à billets, d'accord, puisqu'on sait qu'il y a des pays qui ne sont pas des pays développés pour la plupart, mais qui utilisent la planche à billets, donc qui mettent de l'argent frais en circulation pour rembourser leurs dettes ou pour autre chose. Et ça crée de l'inflation. Et qui dit inflation dit que les habitants qui possèdent encore cette monnaie ont de l'argent qui est tout simplement dévalué. Donc cette indépendance, en tout cas là, surtout pour le Bitcoin, mais pas que d'ailleurs, cette indépendance, elle est importante au niveau de la crédibilité de la monnaie en tant que stock de valeur, pour vraiment comme produit d'épargne, pour être sûr qu'il n'y aura pas d'inflation sur ces monnaies. Alors, une question qui revient souvent, est-ce qu'on pourrait calculer la valeur du Bitcoin ou d'une autre crypto-monnaie? Eh bien en fait, non. Pour être honnête, calculer la valeur d'une crypto-monnaie, ça relève actuellement de l'impossible. En fait, pour évaluer une crypto-monnaie, le meilleur moyen à l'heure actuelle, en tout cas, il semblerait que les crypto-monnaies soient évaluées principalement sur la perception de la qualité d'un projet. Donc, est-ce que la technologie proposée est utile? Donc là, ça renvoie directement aux caractéristiques de la dite monnaie. Est-ce que les personnes qui sont aux commandes du projet sont des personnes connues? C'est sûr que si dans la board, vous avez des gens d'Amazon, de Google, d'Apple, eh bien, forcément, ça renvoie une image un peu plus crédible. Ça laisse planer le doute sur d'éventuels partenariats avec de grosses entreprises qui mènent à des rumeurs et qui peuvent faire grimper le cours des monnaies. Donc ça, ce sont des facteurs importants. Et quels sont les partenaires? Forcément, quand vous annoncez un partenariat avec une grande entreprise, c'est sûr que ça a un effet positif et immédiat sur les marchés. Alors, bien évidemment, certains événements et autres informations peuvent avoir des conséquences très importantes sur le cours des monnaies. Ça a déjà été le cas il y a quelques temps. Donc, pour les personnes qui s'y intéressaient déjà, on avait eu un petit épisode en septembre 2017. Septembre 2017, où on avait eu une menace de régulation de la part de la Chine, une menace de régulation assez stricte qui avait mené
qui avait fait chuter le cours du Bitcoin, pratiquement divisé par deux, les autres crypto-monnaies également. Et puis là, très récemment également, hein, on avait un Bitcoin qui était monté à pratiquement 20 000 dollars à la fin du mois de décembre. Et puis là, depuis le début de l'année, ça a été plus que divisé par deux, au pic le plus bas, voire même par trois, principalement en raison du climat général qu'il y a autour de la régulation du Bitcoin, puisqu'il y a de plus en plus de pays qui comptent réguler. Et parmi ces pays, il y a des pays qui représentent vraiment une proportion importante du volume d'échanges sur les marchés. Je pense surtout aux pays asiatiques, je pense surtout à la Corée du Sud et à la Chine. Ce sont deux pays qui, si ils exercent une régulation trop forte, risquent vraiment de tirer les marchés vers le bas, puisque c'est là-bas, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais le volume des transactions dans ces pays est vraiment, vraiment énorme. Et évidemment, comme sur tous les marchés, ça c'est valable, mais pas que sur le marché des crypto-monnaies, comme sur tous les marchés, il n'est pas nécessaire que les nouvelles soient vraiment bonnes ou vraiment mauvaises pour influencer le prix de marché. Il suffit simplement que tout le monde pense, que les autres vont penser que la nouvelle est mauvaise. C'est ça le problème. C'est que par exemple, regardez, si demain, je sais pas, je vais prendre un exemple, la Thaïlande annonce qu'elle bannit les crypto-monnaies. Et on regarde, et en réalité, la Thaïlande, ça représente 1% du volume de transactions mondiales sur le marché des crypto-monnaies. Mais peut-être que suite à cette annonce, étant donné que tout le monde va penser que les autres vont penser que c'est une mauvaise nouvelle, eh bien, peut-être que le cours global de toutes les crypto-monnaies, ce qu'on appelle le market cap, c'est-à-dire l'argent total qu'il y a sur le marché des crypto-monnaies, peut-être qu'il va chuter de 20%, juste parce que 1% des transactions n'auront plus lieu. Ce qui est un peu irrationnel, hein, c'est la paranoïa des marchés. Donc ça, c'est valable dans tous les cas. Alors, le Bitcoin, j'en ai parlé là depuis le début de la présentation, c'est la plus célèbre des crypto-monnaies, certes, mais c'est loin d'être la seule. Au total, vous avez 1523 crypto-monnaies recensées, et donc varie selon les sources, le nombre de crypto-monnaies recensées, parce que ça varie certainement selon des définitions de ce qu'on considère être une crypto-monnaie ou pas. Et puis un market cap qui ne cesse d'évoluer, mais au moment où j'ai écrit ces lignes, le market cap valait, donc market cap, je vous rappelle, c'est l'argent total qu'il y a sur le marché des crypto-monnaies, qui valait 461 milliards de dollars, qui a dû certainement baisser depuis un petit peu. Donc on a de nombreuses crypto-monnaies qui ont pour objectif de devenir des moyens de paiement qui permettraient de régler dans les commerces, par exemple, mais ce n'est pas le cas de toutes les crypto-monnaies. On a vraiment des projets qui se distinguent complètement de ça. Alors, il y a des projets différents et tout simplement, là, pour peut-être vous faire découvrir, en tout cas pour les moins initiés d'entre vous, j'ai pris 3 exemples de crypto-monnaies ou de projets naissants qui sont, selon moi, intéressants. Après, ça dépend des goûts de chacun. Donc le premier projet la première crypto-monnaie dont je vais vous parler, il s'agit du Ripple. Donc le Ripple, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est la 3e crypto-monnaie la plus importante en termes de capitalisation. Je ne sais pas si ça a évolué, mais il me semble que c'était le cas, c'était la 2e à un moment. Alors le Ripple a une petite particularité, c'est que contrairement à tous ses autres homologues crypto-monnaies, le Ripple, lui, est privé, utilise une blockchain privée, c'est pas la blockchain publique. Et donc c'est une crypto-monnaie qui est controversée pour ce point de vue, parce que cet aspect de décentralisation et d'indépendance qu'offre la blockchain, Ripple ne l'offre pas, puisqu'ils détiennent leur propre blockchain, il y a un propriétaire de cette blockchain. C'est ce qui dérange les gens. Il n'en reste pas moins que le projet est intéressant, et que je vais vous le présenter. Donc en fait, il s'agit tout simplement d'un système qui met à la disposition, c'est un système qui est mis à la disposition des banques pour effectuer des virements, des transactions financières à travers le monde. Alors ils ont déjà de nombreux partenaires et c'est ce qui fait certainement leur force, c'est ce qui fait qu'il s'agit de la 3e crypto-monnaie à l'heure actuelle. HSBC, American Express, Mastercard, des gros noms. Il y a plusieurs grandes banques qui font partie du projet Ripple, qui essayent de développer ça. C'est loin d'être le cas de toutes les banques pour le moment, mais plus le nombre de banques qui rejoindra ce projet sera élevé, plus ce projet aura du poids. Donc en quoi ça consiste ? Tout simplement, je vous parlais tout à l'heure d'un virement au Japon. Si vous avez une personne qui souhaite envoyer des yens au Japon, donc actuellement, soit il fait le virement SEPA dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit peut-être dans un futur proche ou lointain ou pas du tout, il pourra faire ceci. Donc il ira à sa banque avec ses euros, et puis sa banque française convertira des euros en Ripple, donc aura un certain cours d'échange contre le Ripple tout simplement. Et puis la banque française va envoyer les Ripple à la banque japonaise, qui devrait la recevoir dans une transaction qui peut être inférieure à 1 minute, donc pratiquement instantanément. La banque japonaise, elle, pourra convertir les Ripple en yens, et puis le destinataire recevra tout simplement ces yens. Donc ça pourrait permettre de faire un grand pas en avant
dans la rapidité des transferts d'argent internationaux. Donc voilà pour cette première crypto-monnaie. Ensuite, vous avez Power Ledger, que je trouvais intéressant, parce que c'est un projet qui est dans l'air du temps et qui travaille avec les énergies vertes. Alors Power Ledger, en fait, le principe, ce serait de créer un marché d'électricité de particulier à particulier totalement décentralisé sur l'énergie verte. Donc en gros, si jamais vous avez un voisin qui surproduit de l'énergie verte, il pourrait vous la vendre sans passer par une tierce personne, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qui est marqué ici. Et donc comment ça fonctionne exactement? Eh bien, vous auriez un programme qui permettrait l'achat-vente d'une crypto-monnaie qui s'appellerait le Power. Et ce Power, un consommateur qui souhaiterait acheter de l'électricité à son voisin, eh bien, il achèterait à ce programme cette monnaie, le Power, contre du dollar. Et ensuite, avec le Power, eh bien, il rémunérerait son voisin pour tout simplement prendre son électricité qui est surproduite. Et donc, il y aurait un smart contract qui s'effectuerait. Il y a un contrat entre les deux qui rentrerait dans la blockchain. Et puis, ensuite, le vendeur pourrait récupérer des dollars avec ses Power. Donc, l'idée ici, c'est de supprimer le tiers de confiance, l'intermédiaire, pour directement vendre de particulier à particulier ce qu'on a à vendre. Ici, c'est de l'énergie verte, pourquoi pas autre chose. Ce qu'il faut savoir, donc là, il y a des rumeurs qui courent sur ce projet, comme quoi, vous connaissez tous Elon Musk, je pense, qui dirige Tesla, l'entreprise Tesla, donc qui serait potentiellement intéressé parce que ce genre de technologie pourrait être intéressante pour alimenter, par exemple, des bornes électriques pour recharger les voitures Tesla dans l'avenir. Un dernier projet, j'ai choisi de l'intégrer parce que je le trouvais concret. Cela dit, il est vraiment au stade de développement, à un stade de développement qui est encore très naissant. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Donc vous connaissez tous Airbnb, et bien Bitoken ont l'ambition de faire la même chose, mais en passant par la blockchain et sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Donc en gros, Bitoken s'agirait d'un marché de location de maisons et appartements décentralisé, de particulier à particulier. Donc le projet a pour but de rendre possible la location de maisons en évitant tout intermédiaire. Et ça fonctionnerait exactement comme pour Power Ledger tout à l'heure. Vous avez un programme qui permet l'achat-vente d'une certaine monnaie. Cette monnaie, on l'achète contre des dollars. Ensuite, on rémunère le propriétaire à l'aide de cette monnaie. Et puis, le propriétaire récupère ces dollars en rendant la monnaie au programme. Alors, il y a beaucoup de doutes qui pèsent là-dessus. La faisabilité du projet, on en parle beaucoup. Ça demanderait quand même que les gens soient prêts à utiliser le service, à utiliser une autre monnaie, qu'il faudrait certainement une forte évolution des mentalités. On ne verra pas ça, ce ne sera pas effectif tout de suite, en tout cas de mon point de vue. Mais comme vous avez pu le constater, donc, la similitude des deux derniers projets que je viens de vous présenter, c'est vraiment la suppression de l'intermédiaire de confiance. Alors, donc voilà l'intérêt de la blockchain et voilà comment ça pourrait révolutionner l'économie et peut-être faire en sorte que tous les acteurs qui sont très bien ancrés aujourd'hui et qui sont ancrés depuis pas longtemps pour certains, si je prends Uber ou Airbnb, ils ont détrôné des gens qui étaient là depuis longtemps également parce qu'il y a eu une évolution numérique. Et bien peut-être que la blockchain, ça va faire une nouvelle évolution, c'est possible ou pas. Ça, l'avenir nous le dira. Après, on peut imaginer beaucoup de choses si la blockchain se démocratise. On peut imaginer... Le plus facile, ce serait des transactions financières sans banque. Ensuite, on pourrait aller vers de l'authentification de documents d'identité qui seraient vérifiés à travers la blockchain. On pourrait voter depuis son ordinateur, acheter une maison sans notaire, pourquoi pas. Les possibilités sont nombreuses à très très long terme quand on y réfléchit. Donc il faut préciser, faut modérer tous ces propos, tout ce que je vous dis là. Voilà, la technologie à l'heure actuelle, elle reste peu mature, elle est naissante, mais les changements sur le long terme, en tout cas, pourraient être vraiment de taille. Je vais vous parler un petit peu d'environnement maintenant, parce que vous avez certainement remarqué que ces derniers temps, dans l'actualité, on en parle de plus en plus. On n'en parlait pas trop avant, et puis c'est arrivé d'un coup, et il y a eu de plus en plus d'articles sur les dégâts environnementaux que causait le Bitcoin et ses homologues. Alors, eh bien, en fait, dans ces articles, on parle principalement des fermes de minage. C'est quoi une ferme de minage? Une ferme de minage, en fait, c'est un entrepôt dans lequel est stocké des rangées et des rangées de matériel informatique, de cartes graphiques, et donc la puissance de ce matériel informatique est utilisée pour le minage. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup d'études de fait sur ces fermes de minage, et donc déjà la première estimation, on estime que 80% des coûts d'une ferme de minage, c'est l'électricité. Et donc il y a eu une étude
vraiment sérieuses faites par des chercheurs académiques qui s'appellent Böhme et Kohl, qui sont allemands, et qui évaluent la consommation du réseau Bitcoin à l'échelle mondiale à plus de 173 mégawatts d'électricité de manière continue. Alors, est-ce que ça représente beaucoup, 173 mégawatts d'électricité de manière continue? Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 20% de la production moyenne d'une centrale électrique. D'accord. Et puis, si on convertit ça en dollars, au prix de l'électricité à l'heure actuelle en Amérique, ça vaudrait 178 millions de dollars d'électricité. Donc, c'est pas négligeable. Après, vous avez des personnes qui essayent de relativiser ce chiffre, donc qui pensent que ce n'est pas énorme, comme par exemple, il me semble que c'est Pierre Noisa qui a fait la comparaison avec la consommation en énergie du réseau mondial de distributeurs automatiques de billets, qui lui est évalué à 400 mégawatts d'électricité de manière continue. C'est à peu près le double. Et donc selon cette personne, si en plus on ajoute les coûts énergétiques pour la création de la monnaie, la création des cartes bancaires, on dépasse largement la consommation du réseau Bitcoin. Donc il y a quelque chose qui fait que ça ne s'arrange pas avec le temps, c'est la compétition entre les mineurs. Donc tout à l'heure, là on sort un peu de ce que je connais bien, mais tout à l'heure, en tout cas, je vous ai parlé du fait que les bitcoins, il y en avait de moins en moins qui étaient mis en circulation au fil du temps. Eh bien, il y en a de moins en moins à miner, ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de mineurs qui vont être rémunérés. Et la concurrence pour les mineurs, elle est rude. Donc en gros, vous avez des mineurs qui sont en concurrence pour miner un bloc, et le mineur qui mine le bloc va être rémunéré. Donc le but, c'est d'avoir une puissance de calcul qui est de plus en plus grande. Qui dit puissance de calcul plus grande, dit forcément plus grande consommation d'électricité. Et forcément, les mineurs, ce sont des entrepreneurs. C'est leur activité professionnelle de miner. Donc généralement, quand vous avez... c'est une activité professionnelle, c'est à but lucratif, donc ils essayent d'avoir le meilleur profit possible. Et pour avoir le meilleur profit possible, ils vont chercher à minimiser leurs coûts de fonctionnement, et les coûts de fonctionnement, c'est 90% d'électricité. Donc ces fermes de minage, où est-ce qu'elles vont s'installer? Elles vont s'installer dans les pays où l'électricité est pas chère. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que 60% des fermes de minage, elles se trouvent en Chine. Et en Chine, 60% du mix énergétique de la Chine, c'est du charbon. Donc on peut conclure, on peut dire que les crypto-monnaies sont minées à l'aide d'énergies qui sont principalement pas très vertes. Et d'ailleurs, il y a l'IB, je crois, qui a fait une estimation. On brûlerait 11 millions de tonnes de charbon par an pour le minage du Bitcoin, juste du Bitcoin. Donc ça commence à arriver à l'oreille du régulateur et à arriver à l'oreille des différentes associations qui sont pour la protection de l'environnement. Donc récemment, les mentalités commencent à évoluer petit à petit. Vous avez la Chine là, qui s'est prononcée très récemment au début de l'année en faveur d'une potentielle régulation du minage sur le territoire. Donc elle donnerait l'autorisation aux autorités locales de réguler ces fermes de minage. Pour l'instant c'est flou, on n'a pas dit par quel procédé. On ne sait pas si elles seraient autorisées simplement de tourner de telle heure à telle heure. Voilà, on n'en sait pas plus. On ne sait pas comment ça va se passer. Et donc forcément, lorsque je vous parle de ces déconvenus, ça nous mène à parler de régulation. Ah oui, il y a un petit graphique aussi, simplement pour vous donner un ordre d'idée. Ici, là, j'ai la consommation, annuelle d'électricité de différents pays. Et donc si le Bitcoin était un pays, ce serait le 58e pays consommateur d'électricité, juste entre le Qatar et la Hongrie. Et vous avez également autour, vous avez la Bulgarie, la Biélorussie, la Nouvelle-Zélande et le Pérou. Voilà, simplement pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, je vais terminer cette courte présentation en vous parlant de régulation, parce que actuellement, dans les médias, on entend de plus en plus parler de réguler le Bitcoin. Même en France, on entend parler de réguler le Bitcoin, puisque la France, de son côté, là, très récemment, elle a demandé à la présidence argentine du G20 d'organiser un débat au sommet d'avril 2018 sur la régulation du Bitcoin. Donc c'est que le régulateur français commence à prendre le problème au sérieux. Alors, régulation, quand je dis régulation, ça englobe plusieurs types de régulation.
La première chose qui est dans le collimateur du régulateur, des différents régulateurs, des différents États, c'est la lutte contre le blanchiment d'argent. C'est ce qui revient le plus souvent, quel que soit le pays. Forcément, hein, tous les pays essayent de faire en sorte, c'est pour ça tout à l'heure je vous parlais de cette caractéristique des crypto-monnaies qui est l'anonymat, qui n'est pas très bien vu parce que le financement d'activités mafieuses ou terroristes ou tout simplement d'activités illégales, eh bien on essaie de lutter contre ça pratiquement quel que soit le pays. Donc là-dessus, les pays sont unanimement d'accord. Ensuite, on a la protection de l'environnement. Ça, c'est moins le problème de tous les pays. C'est plus le problème des pays dans lesquels les fermes de minage vont s'installer. Donc ce sont principalement les pays où l'énergie n'est pas chère. Et généralement, ce qu'on sait, c'est que là où est le problème, c'est qu'on sait également que ce ne sont pas forcément les pays qui sont les plus soucieux de l'environnement. Donc ce n'est pas forcément les premiers qui vont réguler pour l'environnement. Donc on a été agréablement surpris de voir que la Chine s'est prononcée en faveur d'une régulation bientôt. Bon, pour l'instant, rien n'est fait, rien de concret, mais en tout cas, c'est un bon signal. Donc voilà le problème par rapport à l'environnement, ça ne concerne pas tout le monde et ça concerne surtout les pays qui ne sont pas forcément les plus friendly par rapport à l'environnement. Ensuite, la protection des investisseurs. Protection des investisseurs, ça revient un peu dans tous les projets de régulation. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on a constaté qu'il y avait pas mal d'arnaques avec les crypto-monnaies. Notamment, il y a eu des plateformes d'échange. Une plateforme d'échange, c'est quoi ? C'est si par exemple vous voulez acheter du Bitcoin, eh bien, vous allez vous inscrire, vous identifier dans une plateforme d'échange, créer un compte. Vous allez envoyer à cette plateforme d'échange de l'argent et puis cet argent sera sur cette plateforme, d'accord ? Et puis après, avec cet argent, vous pourrez acheter toutes les crypto-monnaies qui sont présentes sur cette plateforme. Et ensuite, vos crypto-monnaies, vous avez deux solutions. Soit vous les laissez sur cette plateforme d'échange, si vous êtes un trader qui fait du trading journalier ou bien même à la semaine, ou si vous êtes quelqu'un qui a juste acheté pour garder très longtemps, vous pouvez mettre ça en sécurité dans ce qu'on appelle un portefeuille. Mais si vous les laissez sur la plateforme d'échange, si la plateforme d'échange se fait hacker, c'est votre monnaie qui se fait hacker. Donc du coup, le plus gros coup qui a été réalisé jusqu'ici, c'était une plateforme d'échange qui s'appelait MTGOX. Je ne sais pas, je crois qu'elle a été fermée depuis. 800 000 bitcoins ont été dérobés aux différents utilisateurs, ce qui est énorme. Et donc, c'est pas du tout la seule plateforme qui a été attaquée. Il y a également un autre type d'arnaque qui se développe de plus en plus à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle les exit scams. Les exit scams, c'est quoi ? C'est un terme qui, en gros, vous avez ces crypto-monnaies, quand elles naissent, quand vous voulez créer une crypto-monnaie, vous passez par une phase qu'on appelle Initial Coin Offering, ICO. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme. Donc, c'est-à-dire si moi, demain, je veux créer une crypto-monnaie, eh bien, je prépare mon projet. J'écris sur une feuille ce que va être mon projet, comment je compte financer, qui sont mes partenaires, quelles sont mes différentes étapes de développement. Et je mets ça sur Internet et je commence à faire de la publicité pour que les gens viennent lire mon projet. Si les gens sont intéressés par mon projet, ils ont la possibilité de m'envoyer de l'argent pour que je mène mon projet à bien. Et une fois une certaine somme d'argent atteinte, eh bien, je peux lancer mon projet. Le problème, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui font ça, donc qui font mine de lancer une ICO avec un projet, donc qui font les documents, semblant de faire des démarches. Les gens eh bien, viennent donner de l'argent pour ce projet. Et ce qui se passe, c'est que dès que la somme est récoltée, ils partent avec l'argent. Et donc, c'est ce qu'on appelle un exit scam. Il y en a eu de plus en plus. C'est pour ça que récemment, il y a eu Google et Facebook qui se sont mis d'accord pour supprimer toutes les publicités sur les ICO. Donc, avant, vous aviez... là, même encore maintenant, aujourd'hui, il y en a encore. Ça va être dans 2-3 mois que ça va être supprimé définitivement. En gros, des fois vous avez des publicités sur telle nouvelle monnaie qui va sortir que vous pouvez financer si vous le souhaitez. Mais le problème, c'est que si vous ne vous renseignez pas un minimum, vous pouvez tomber dans un piège et perdre tout votre argent. Donc il y a également des volets sur la régulation sur ce point de vue-là. Favoriser le développement de la blockchain, alors là je ne m'étendrai pas, c'est simplement pour faire en sorte que l'environnement dans lequel évolue la blockchain soit plus stable, sécurisé, qu'il y ait un environnement légal, qu'on puisse faire de la création d'emplois reconnus. Et puis éviter une crise financière des crypto-monnaies, puisqu'on a encore les cicatrices de la crise de 2008. Alors là, c'est pas du tout comparable, hein. On est en train de parler de... Même si demain les crypto-monnaies venaient à disparaître, certes, il y a des gens qui ont des crypto-monnaies. Ces gens-là représentent du pouvoir d'achat, qui vont acheter des choses, qui vont créer des emplois. Mais même si les crypto-monnaies venaient à disparaître, on perdrait 450 milliards, d'accord ? Comparé aux pertes qui ont été essuyées pendant la crise de 2008, il me semble que c'était 30 000 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez, ce n'est pas négligeable, mais on n'est pas du tout sur le même ordre d'idée, ça n'aurait pas du tout les mêmes conséquences. Donc que contiennent les projets de loi des différents pays ? Eh bien,
Imposition des plus-values, alors ça a déjà été fait pratiquement dans tous les pays. Sachez que vous, par exemple, si vous achetez des crypto-monnaies et que vous êtes bénéficiaire, que vous dégagez une plus-value sur ces crypto-monnaies, eh bien vous êtes imposé déjà pour commencer à l'impôt sur le revenu, à la tranche marginale d'imposition, donc ça dépendra de votre revenu, ça rentre dans les bénéfices non commerciaux ou dans les bénéfices industriels et commerciaux si jamais vous en faites une activité professionnelle. Vous allez être imposé sur l'ISF, CSG, même sur l'impôt sur les successions. Donc voilà, Bitcoin est concerné par toutes les impositions possibles. Donc là, je parlais de la France, mais également dans les autres pays. Nouvelles règles et restrictions concernant les fermes de minage. Alors là, voilà, ça concerne principalement la Chine. On ne sait pas encore ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont autoriser seulement des horaires d'ouverture, donc arrêter de faire en sorte que les fermes tournent 24 heures sur 24? Est-ce qu'ils vont limiter la puissance d'énergie donnée à ces fermes? On ne sait pas encore du tout. Interdiction ou restriction des ICO, là on est en bonne voie. Et encadrement plus strict de l'utilisation des plateformes d'échange, donc pour la protection du consommateur, comme je le disais il y a quelques minutes. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Christian Tisserand d'être intervenu sur ce sujet, c'était très intéressant. Je me posais la question à quoi on reconnaît une bonne conférence d'une mauvaise. On reconnaît une bonne conférence quand on en a oublié qu'il doit y avoir 2 intervenants. Donc on remercie encore Laurent Leloup de sa non-présence. Est-ce que... J'imagine que ce sujet autour du Bitcoin et de la crypto-monnaie vous passionne, donc j'espère qu'il y a quelques questions pour Jean-Christian. Qui a envie de commencer, de poser une petite question? Oui. Bonjour. Bonjour, je ne vous vois pas. Ok. En fait, moi, j'avoue que je comprends toujours pas l'intérêt en fait de ces crypto-monnaies. Oui. pour 2 raisons. Oui. La première, c'est que la dématérialisation de la monnaie, ça existe quand même depuis très longtemps. Oui. Les vitesses de trading, enfin, il y a des vitesses d'échange qui existent depuis aussi longtemps. On fait du trading haute fréquence, etc. Oui, bien sûr. Et deuxième point, c'est que l'idée de base, c'était aussi de créer une monnaie universelle. Et on voit qu'en fait, on a des projets qui naissent et qui sont hyper spécialisés en fait. Alors, quel intérêt? C'est des questions pertinentes, que je me pose aussi partiellement. Par rapport au trading haute fréquence, effectivement, on a des transactions qui peuvent aller très rapidement, mais ces transactions, elles ne sont pas ouvertes aujourd'hui. C'est pour ça que je prenais le cas d'un particulier qui, lui, veut envoyer de l'argent. Vous et moi, si on veut envoyer de l'argent, actuellement, on n'a que des moyens qui sont vraiment moyens. On ne croirait pas être en 2018, en gros, si je puis dire. Quand il faut 4 jours pour envoyer de l'argent avec 20 € de frais, moi, ça me choque que ce soit encore comme ça en 2018 où il y a tellement d'avancées technologiques dans bien d'autres domaines. Donc là, vraiment, ce sera plus une évolution effectivement au niveau du particulier qu'au niveau du professionnel, de ce point de vue-là. Par rapport à votre seconde remarque, c'était la diversification des projets, c'est ça? C'était sur le fait de créer au départ une monnaie universelle. Oui, alors effectivement, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs de ces crypto-monnaies qui n'ont rien à voir avec le fait, en tout cas qui n'ont pas du tout la volonté de devenir des monnaies universelles, comme Power Ledger, BitToken, ce que je vous ai présenté. Là, non, pas du tout. Mais par contre, il y en a d'autres qui ont la vocation de devenir la première monnaie d'échange entre particuliers universelle totalement anonyme. Donc ils sont sur un marché. Vous aurez un deuxième marché qui va être la monnaie pour effectuer les transactions internationales entre particuliers. Là, les concurrents, ça va être Ripple, je ne les connais pas toutes, hein, mais Ripple ou Stellar Lumens ont ces objectifs-là, par exemple. Donc en gros, vous avez différents marchés sur le marché des crypto-monnaies, et en réalité, on ne sait pas. On ne sait pas si ça va s'effondrer dans 1 an, dans 2 ans, ne pas s'effondrer, continuer à progresser jusqu'à ce qu'on réussisse à en faire un moyen de paiement universel. Pour tout vous dire, mon opinion personnelle, c'est que Ripple est bien parti, puisque ils ont une blockchain qui est privée, donc ça fait moins peur aux États. Ils travaillent main à main avec les banques, donc ça fait moins peur aux États également. C'est pas quelque chose qui est anti-système, c'est quelque chose qui est intégré au système. Vous avez des grandes banques qui ont commencé à signer avec Ripple. Pourquoi pas? C'est pas impossible. Et si le projet venait à être vraiment fonctionnel, tel que je l'ai montré, là, on pourrait parler d'une monnaie d'échange internationale, en tout cas pour les transferts bancaires. Mais après, oui, ce que vous dites est vrai. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est pas ce qu'on observe. Merci.
Bonjour. Du coup, dans Bonjour. la continuité de ce qu'on était en train de dire par rapport au Ripple, je me demande, étant donné que ces monnaies sont quand même extrêmement basées sur les usages, et on l'a vu d'ailleurs aussi bien que ce soit le Powercoin que le Bitcoin, dans quelle mesure est-ce que les usages finaux et donc du coup du grand public ne seraient pas du coup dirigés par les GAFA? Parce que je me demande quel impact Google et Facebook, par exemple, qui sont pas encore trop intervenus à ce niveau-là, vont pas mettre en place leur propre blockchain privée, intégré directement avec leur système, et du coup même si le Ripple effectivement est soutenu par les banques et potentiellement Microsoft, je me demande à quel moment on va voir intervenir justement les GAFA à ce niveau-là, et si c'est pas eux qui finalement vont être les grands gagnants des crypto-monnaies. C'est une excellente question et c'est possible. C'est une question qu'on peut se poser. Ouais. Effectivement, on peut avoir une prise de pouvoir de la blockchain par des gros acteurs privés qui créent leur blockchain, leur crypto-monnaie et qui prennent tout le marché. C'est une possibilité. En gros, là, on est à un stade où on a énormément de différentes crypto-monnaies. Ça fait penser un petit peu au début des années 2000 quand il y avait eu avant l'explosion de la bulle Internet. Vous preniez une entreprise, vous mettiez simplement une entreprise qui avait n'importe quel rapport avec Internet, ça lui faisait monter sa valeur vraiment significativement. Et après, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a eu un écrémage. Il y a eu une phase d'écrémage. Ce qu'on a appelé l'explosion de la bulle Internet, ça n'a pas vraiment été ça. C'est d'abord, dans un premier temps, il y a eu une explosion de la bulle. Effectivement, toutes les valeurs de marché ont fortement chuté. Mais ensuite, ont réémergé les fortes valeurs, celles qui étaient là pour rester. On peut imaginer qu'il va se passer la même chose avec les crypto-monnaies. Et effectivement, comme vous le dites, s'il y a de grandes entreprises privées qui créent leur blockchain privé et qui lancent des nouvelles crypto-monnaies avec des projets sérieux et solides et utiles, il est tout à fait possible qu'ils prennent le pouvoir sur ce marché. C'est totalement envisageable, je pense. C'est surtout qu'ils auraient un intérêt, puisque justement ça leur permettrait de se libérer des banques. Et en plus, ouais. Juste une petite question complémentaire. Est-ce que toutes les blockchains, est-ce que c'est une règle en matière de blockchain d'avoir une quantité finie d'unités monétaires, ou est-ce qu'il y en a certaines qui sont sur une rampe qui va à l'infini? Il y en a certaines qui sont sur une rampe qui va à l'infini. D'ailleurs, justement, je m'étais intéressé à ce sujet parce que donc mon activité professionnelle, donc je suis chercheur en économie, et c'était un sujet qui m'intéressait potentiellement pour le traiter dans un article de recherche. Voir la corrélation entre le fait qu'une monnaie ne va exister qu'en quantité finie et puis sa valeur de marché. Est-ce que c'est quelque chose qu'on valorise, la rareté, entre guillemets, le fait de savoir qu'il n'y aura qu'une quantité? Et donc pour l'instant, je n'ai pas du tout lancé ces recherches, ça prendrait évidemment beaucoup de temps, mais la question est bonne parce que ce n'est pas le cas de toutes les crypto-monnaies. Pour celles que je connais, Bitcoin c'est 21 millions d'unités, Bitcoin Cash c'est 21 millions d'unités, je crois que Litecoin c'est 210 millions d'unités maximum, Dash 21 millions d'unités, Ripple avait une quantité incroyable d'unités, mais ils ont fait ce qu'on appelle un burn, c'est-à-dire qu'ils ont brûlé une certaine quantité. Et c'est ça qui a... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez vu plein d'articles au début de décembre, comme quoi Ripple était en train de monter en termes de valeur sur le marché. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est parce qu'ils ont justement brûlé des Ripple. Donc, ils en ont supprimé de la circulation, ce qui a rarifié la crypto-monnaie. Donc on voit bien qu'il y a cette relation entre rareté et valeur. Mais par contre, il y a d'autres crypto-monnaies qui ont beaucoup de succès et qui n'ont pas du tout de limite. Ethereum, pour l'instant, n'a pas prononcé de limite. Donc potentiellement, c'est à l'infini. Donc Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie, juste derrière Bitcoin. Donc comme quoi, c'est pas forcément une nécessité pour avoir du succès. Par contre, il est possible que dans le futur, je pense que dans le futur, ils pourraient annoncer un cap parce que leur homologue, comment ça s'appelle, Ethereum classique, il y a eu un hard fork entre Ethereum, en gros, ils sont scindés en deux projets, Ethereum. Il y a eu l'Ethereum, celui qui était là depuis le début, et ensuite il y a eu Ethereum classique. Et donc Ethereum classique, eux, dernièrement, ont fait une mise à jour. Ils ont annoncé qu'ils allaient mettre un cap au nombre de tokens. Pour l'instant, ça n'a pas eu encore d'effet il me semble pas que ça a eu un effet sur le prix de marché, mais je pense qu'il y a une relation, et en tout cas, c'est pas le cas de toutes les crypto-monnaies, non. Bonjour et merci. Bonjour. Au niveau du Ripple, en fait, quel est l'avantage que ça peut avoir pour faire des transactions par rapport à PayPal, par exemple, si je veux faire une transaction PayPal, vous avez quand même des sacrés frais, quoi. PayPal, la dernière fois que j'ai payé par PayPal, j'ai dû envoyer 1 000 € et on m'a pris 40, quoi. C'était 4%, quoi. Et c'est énorme. Alors ok, je suis d'accord avec vous, par contre, ça a été reçu instantanément. Ouais. Donc PayPal, on va dire, c'est un premier pas.
mais c'est pas suffisant, quoi. PayPal, vous avez vraiment là, on le sent le tiers de confiance dans PayPal, quoi. On sent qu'il est là, quoi. Alors attention, dans PayPal, il faut bien cocher transfert entre amis. Hein. Parce que si c'est un achat, il y a des frais, mais si Ouais. c'est un transfert entre amis, il n'y en a pas. Oui, après, si c'est pas un transfert entre amis, vous êtes plus dans la légalité entre guillemets, quoi. Pour celui qui exerce une activité professionnelle et qui doit faire des virements, relativement fréquemment, c'est pas forcément, légal. Est-ce qu'il s'exposera à ça? Je sais pas, ouais. Et j'avais aussi une autre question, c'était sur l'anonymat. Je me demande si c'est pas quand même un mythe, parce que en fait, effectivement, on ne sait pas nécessairement qui est derrière un portefeuille, mais une fois qu'on le sait, par contre, on a vraiment tout l'historique de ces transactions, parce que c'est le principe même de ce système. Du coup, ça fait que justement, il me semble que c'est un peu pour ça que une grande partie finalement du Bitcoin a été délaissée par des cybercriminels pour aller vers des crypto-monnaies qui sont plus anonymes comme Monero ou autres. Vous avez tout dit. C'est effectivement, il y a Monero mais il y en a une qui est encore qui prend le dessus sur Monero en ce moment, c'est Zcash, je crois, qui est encore plus anonyme. Alors je sais pas sur quel. Il y a Dash aussi. En tout cas, il y en a quelques-unes qui essayent de se disputer le marché. Et je connais pas exactement leurs différences techniques, donc je pourrais pas débattre là-dessus. Mais effectivement, vous avez raison. Le Bitcoin a ses limites, hein, en termes d'anonymat, et c'est pour ça que les gens qui pratiquent des activités criminelles se dirigent certainement vers des crypto-monnaies plus anonymes. Merci. Pardon. Juste une petite question. Moi, ce qui m'interpelle dans le système-là, c'est justement cette suppression du tiers de confiance. Oui. Parce que je ne suis pas spécialiste en économie, mais justement, d'après moi, ça n'a jamais existé auparavant, ça. Et du coup, Non. quelles sont les implications derrière, puisqu'on peut imaginer, qu'est-ce qui pourrait empêcher justement qu'il n'y ait pas, au final, le paiement universel qui émerge? Quelles peuvent être les barrières à ça, en fait? Vous voulez dire le paiement universel avec un tiers de confiance? Non, le but initial de la crypto-monnaie, de dire je deviens le paiement universel. Parce que. Alors, je suis pas certain de. Grosso modo, à chaque fois, c'était pour reprendre ce qu'avait dit monsieur tout à l'heure, là, en disant il y a Google ou des gros tiers de confiance qui viennent, ou comme Ripple, ou quelqu'un qui vient en tiers de confiance s'adosser à la crypto-monnaie. Donc on est purement dans du ressenti, quoi. Mais au final, avec le temps, pour moi, si on arrive à un Bitcoin qui est stable, etc., qu'est-ce qui peut empêcher le succès d'une crypto-monnaie sans un tiers, sans une blockchain privée, quoi, finalement? Bitcoin, c'est sans blockchain privée, et ça pourrait très bien être une crypto-monnaie qui serait vouée à des échanges internationaux. Non, mais jusqu'à où, dans le sens, à un moment donné, si on a vraiment un succès comme ça, les monnaies nationales, etc., elles pourraient peut-être être inquiétées, quoi. C'est là où je veux en venir, quoi. D'accord, oui. Effectivement, il y a des monnaies nationales, il y a des pays qui songent à lancer leur crypto-monnaie. Il y en a déjà qui ont commencé. Il y a le pétro là au Venezuela. Eux, ils le font pour d'autres raisons, hein. C'est pas pour des vocations internationales, c'est parce que leur monnaie connaît une inflation, je crois en 2017, 650% d'inflation. Donc là, c'est pas vivable pour eux. Et il y a aussi la Russie qui a en tout cas juste prononcé sa volonté de se lancer dans un projet de crypto-monnaie publique. Mais après, comme je le disais, quant à savoir qui va prendre cette place de monnaie internationale, est-ce que ça va être une crypto-monnaie? Est-ce que ça va être une nouvelle monnaie créée par quelqu'un d'autre qui ne sera pas une crypto-monnaie, une blockchain privée, publique? Ça, honnêtement, moi, je ne peux pas vous dire. Il y aura certainement un grand gagnant qui va émerger. Je pense qu'aujourd'hui, on ressent le besoin d'avoir une monnaie internationale, ne serait-ce que pour les exemples que j'ai cités avec les virements qui prennent beaucoup de temps et avec les frais de transaction énormes. Mais de là à dire qui va gagner ce combat pour ce marché, je ne sais pas du tout. Je crois juste ce qu'on peut dire, c'est que le banquier, par définition, est quand même pas la personne la plus disruptive qu'on connaisse, quoi. Allez, peut-être une dernière question, madame? Je ne sais pas si je suis arrivée en cours, peut-être vous avez parlé quand même de ce que ça permet, ces crypto-monnaies. C'est un peu pour moi l'arbre qui cache la forêt, mais ça remet justement en cause un peu ce que disait le monsieur, les tiers de confiance. Et est-ce que vous en avez parlé, que finalement ce qui est important, c'est peut-être aussi dommage qu'on focalise sur le fait que ce soit utilisé par des mafias, etc. Mais ça révolutionne quand même carrément la façon notamment de lever des fonds au niveau international, c'est-à-dire que des projets pas forcément humanitaires, mais qui peuvent être dans la santé, peuvent être justement permis grâce à,
grâce au fait que la garantie d'investissement peut être faite sans des banques, justement, comme disait, qui sont très peu disruptifs. Oui, bien Et sûr. de mon point de vue, c'est ça l'élément capital. Il faudrait peut-être pas oublier, comme on dit, la forêt derrière les arbres des crypto-monnaies, quoi. Je suis d'accord avec vous que ça représente un moyen de lever les fonds qui, et on peut très bien se passer d'une banque en levant des fonds de cette manière-là. Et d'ailleurs, c'était la partie de Laurent Leloup qui devait nous parler des Le fameux Laurent Leloup. qui devait nous parler des initial coin offering et tout ce qui était levé de fonds, c'était dans sa présentation. Donc si vous n'êtes pas arrivé dès le début, en fait, on devait être 2 intervenants pour cette présentation. Moi pour la partie économique environnementale et donc Laurent Leloup qui aurait plus parlé de la blockchain et des financements que ça aurait pu apporter. Donc je pense que la partie dont vous parlez a été légèrement coupée à cause de ça. Voilà, merci beaucoup Jean-Christian Tisserand.